Décider dans un monde qui change sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan technologique, sur beaucoup d'aspects. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir 4 dirigeants d'entreprise justement pour évoquer ce sujet. Alors je vais commencer par vous, Alizé Lozakmer, vous êtes cofondatrice de Make Sense. Très rapidement, Make Sense, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Make Sense, on est une organisation qui existe depuis 12 ans et on accompagne la transformation de l'économie vers une économie d'intérêt général, durable et inclusive, en accompagnant les entreprises existantes à se transformer et à prendre en compte ces enjeux, et en accompagnant des jeunes entrepreneurs et des jeunes sociétés qui mettent l'impact social et écologique au cœur de leur modèle. Alors une entreprise comme la vôtre, comment elle appréhende ce processus de décision dans ce monde qui change? Alors j'ai un petit peu entendu lors de la conférence, vous êtes pour un peu plus d'horizontalité, un peu moins de hiérarchie. Comment ça se passe le processus de décision chez vous? Globalement, depuis que je travaille sur ces sujets de transformation des entreprises, je pense que c'est aussi important de prendre en compte son produit, son service, sa chaîne de valeur, donc ce qu'on fait, mais aussi la façon dont on le fait et comment est-ce qu'en interne, on arrive à partager le pouvoir et partager la valeur, puisque je pense que c'est aussi un facteur clé de succès pour les entreprises de demain. Et donc chez nous, on a un modèle de prise de décision qui s'appelle la sollicitation d'avis, qui est basé sur le fait que tout le monde peut prendre une décision sur son périmètre ou non, si tant est qu'elle sollicite les avis des personnes qui vont être impactées par sa décision et qui sont expertes du sujet. Et donc ça permet une prise de décision décentralisée et on garantit un cadre qui permet quand même de rester dans la stratégie de l'entreprise en ayant des valeurs, une raison d'être et un cap stratégique clair pour tout un chacun. Place à quelque chose de plus démocratique, donc si je comprends bien en gros. On utilise le terme décentralisé puisque derrière démocratie ou derrière entreprise libérée, il y a beaucoup de fantasmes et d'idéologie. Donc moi, je préfère dire tout le monde a la possibilité de prendre la décision s'il le souhaite dans un cadre collectif. Alexandre Souvigné, donc vous êtes président du groupe Alfi. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous expliquer aussi un petit peu votre processus de décision? Est-ce que vous aussi, vous avez opté pour moins de verticalité dans votre processus de décision? Alors donc oui, je suis Alexandre Souvigné, le président cofondateur du groupe Alfi. On a une entreprise de 160 personnes dans une dizaine de pays. Et en fait, notre métier, c'est de produire des outils ou du matériel pour la construction d'immeubles collectifs ou d'ouvrages, de gros ouvrages. Et en fait, pour répondre à votre question, notre processus de décision, enfin depuis l'origine, j'avais la conviction en fait qu'il faut que les décisions se prennent au plus près de nos clients. Ce qui m'a amené à ces réflexions, voilà, c'était vraiment une vision client, service client et performance pour le client. Et donc voilà, l'idée était de dire qu'effectivement chacun c'est ceux qui font qui savent, donc c'est-à-dire que c'est les gens qui sont au plus près du problème, qui ont la solution et le fantasme des dirigeants qui savent tout, qui peuvent tout répondre à tout, tout régler. C'est un fantasme, mais ce n'est pas une réalité. Et donc il faut nous, dirigeants, être capable de lâcher prise et de laisser effectivement donner notre confiance à nos collaborateurs pour qu'ils prennent les bonnes décisions et les protéger et les encourager là-dedans. Jean-Michel Amaré, donc vous êtes président et cofondateur d'Ataway. Pareil, je vais vous laisser présenter cette entreprise et comment vous appréhendez ce processus de décision, ce monde qui change. Alors il change de l'extérieur, mais il change peut-être aussi de l'intérieur directement au cœur des comités directionnels. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça? En effet, donc Jean-Michel Amaré, président cofondateur d'Ataway, qui est spécialisé dans la conception, la fabrication et puis l'installation ensuite de stations hydrogène pour alimenter la mobilité qui se décarbone. Et nous sommes 80 aujourd'hui. Donc ce monde qui change, il change à l'extérieur, puisqu'en effet le secteur dans lequel on évolue change énormément. On passe d'un monde tout pétrole, tout thermique à un monde qui va vers le tout électrique. Et donc cette transition prend du temps. Et Ataway est inscrit dans cette démarche. Mais ça change énormément de l'intérieur aussi, de par la phase de croissance. C'est-à-dire que sur la logique de prise de décision, pendant plusieurs années, nous sommes restés à moins de 10 personnes. Et là, les décisions sont partagées assez facilement parce que la communication est fluide et puis on associe tout le monde à cette décision. Et puis, depuis 3 ans, nous sommes dans une phase de très forte croissance des effectifs et tirés par l'activité, bien sûr. Et donc, on est en train d'ajuster, de réinventer notre processus décisionnel pour éviter de tomber dans du pyramidal qui serait sclérosant, mais en même temps de bien arriver à cascader les responsabilités sur ces principes de subsidiarité pour coller au plus près de là où la décision est pertinente, proche des clients si c'est des décisions en lien avec les clients, proche des experts techniques si vraiment il y a des enjeux sur lesquels les sachants doivent être
être là pour prendre les décisions ou en tout cas présenter les options et leurs propositions pour que ce soit acté en lien avec les cohérences stratégiques de développement. Donc c'est un travail qui est en cours puisque quand on était 55 personnes début de l'année, nous sommes 80 là et on va encore doubler dans les 2 ans qui viennent, ce qui veut dire que toute cette construction de prise de décision, d'animation des équipes, de management est en train d'être construite et adaptée à cette vitesse de transformation qui est intense. Et alors même si c'est un travail que vous venez d'amorcer, est-ce qu'il fait déjà ses preuves aujourd'hui, cette nouvelle formulation ? C'est vraiment du en cours en permanence. Alors il fait ses preuves, oui, puisque de toute manière on s'ajuste, puis on a une stratégie qui est très très claire, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans des logiques de business plan, de plan, de revue budgétaire, de remise à jour qui consomment du temps, de l'énergie à tout le monde. Nous sommes plutôt dans quelque chose d'extrêmement agile, adaptable aux réponses que nous percevons du marché, aux réponses que nous percevons de nos clients, de nos partenaires ou de nos salariés. Et donc de ce fait, en permanence, nous rajustons ces sujets. Donc pour l'instant, oui, mais en tout cas, il est nécessaire de le formaliser de plus en plus et de le transférer et d'arriver à faire monter tout le monde en compétence et en conscience sur ces enjeux pour que dans le futur, quand notre taille va encore doubler, ça continue de rester performant. Alors Daniel Anguelone, pour boucler ce tour de table, donc vous êtes directeur général chez Montaz. Pareil, je vais vous laisser vous présenter. Alors décider dans un monde qui change, c'est aussi comprendre ce monde qui change. Est-ce que vous, en interne, les collaborateurs ont les clés de lecture suffisantes pour comprendre ce monde qui change ? Alors Daniel Anguelone, je dirige le groupe Montaz, donc industriel de l'automobile. On fabrique des sous-ensembles de refroidissement pour les voitures. On est présent dans une dizaine de pays où on emploie environ 4000 personnes. Et processus de décision très informel, on reste une entreprise familiale, on essaye de structurer un peu. On s'est dit ces dernières années que s'améliorer dans la gouvernance de l'entreprise, c'était justement structuré, centralisé. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, c'est peut-être pas la solution. Pour s'améliorer, il faut peut-être revenir à de la décentralisation, à des choses simples. C'est des choses que vous avez déjà amorcées, ça, de décentraliser ? Oui, on a commencé à décentraliser les décisions, notamment sur des métiers ou sur des sites. Il y a des sites qui sont plus indépendants que d'autres. Et après, la culture dans l'entreprise, insuffler cette nouvelle dynamique dans l'entreprise. Alors chez nous, ça passe par, on a formé des fresqueurs, fresques du climat. Donc on a des formateurs internes et toutes les personnes qui rentrent dans l'entreprise et même celles qui y sont déjà sont formées à la fresque du climat. C'est un premier élément qui permet de donner déjà quelques clés de lecture, mais qui est pas forcément, qui peut créer de l'éco-anxiété aussi. Donc on essaye à tous les niveaux d'insuffler ça. Ça reste très compliqué parce que le problème il est vaste et on ne sait pas trop par quel bout l'aborder. Et on a décidé d'aborder par des choses simples, par des choses assez concrètes, mettre en œuvre des petites choses qui éveillent un peu, qui font réfléchir. Comme quoi, par exemple ? Comme quoi, par exemple, là on travaille sur les matières. Dans l'automobile, on n'a pas tellement le choix des matières, sont très, très imposées par nos clients et si jamais on veut en changer, c'est une sorte de fin du monde, on va dire. Et donc en fait, là, on travaille sur des nouvelles matières biosourcées, notamment plastique, et en se disant que on veut être prêt quand nos clients vont commencer à nous le demander. Et le fait de travailler là-dessus, en fait, ça aux équipes, ça leur permet aussi de se dire tiens, pourquoi on fait ça, donc on leur explique et ils comprennent et voilà, donc ils avancent un peu dans le cheminement. Et voilà, donc c'est notre démarche, plutôt que de faire des formations de grande ampleur, on essaye d'aller sur des exemples concrets. Ouais. Alizé Le Zachmer, quels sont pour vous en tant que décideur les principaux défis vis-à-vis de ce monde qui change sur le plan environnemental évidemment, mais même technologique avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là. C'est quoi les principaux défis aujourd'hui ? J'aurais pas la prétention de les lister tous aujourd'hui. Moi, je pense qu'un des défis principaux, c'est de repenser son utilité sociale et écologique au sein de la société. Aujourd'hui, on n'a plus le temps d'avoir des gens qui passent du temps, qui dépensent des ressources humaines, qui dépensent des ressources naturelles, etc., pour faire des choses qui ne sont pas utiles pour servir le bien-être humain et restaurer ou préserver les capitaux naturels, pardon. Donc pour moi, le principal défi, c'est celui-là. C'est comment je repense l'utilité, la raison d'être de mon entreprise et comment ensuite j'adapte toute ma chaîne de valeur et mes façons de faire pour rester dans ces limites planétaires et développer le capital humain. La technologie peut être un outil à ce service-là, si tant est qu'elle n'est pas appropriée et centralisée par quelques acteurs qui visent à prendre le pouvoir avec ceci. Jean-Michel Amaré, pour reprendre ce concept de raison d'être d'entreprise, c'est aussi quelque chose qui vous questionne, sur lequel vous vous penchez ?
Oui, c'est ces questions d'équilibre qui sont importantes entre j'agis, je développe des sujets qui vont dans une logique vertueuse pour l'environnement, et puis à côté, je me développe, je crois, j'embauche, je construis des usines qui, si on le regarde, se dit bah tiens, en fait, je suis en train d'aller vers quelque chose qui n'est pas vertueux dans le sens de l'environnement. Notre entreprise s'internationalise aujourd'hui, donc il y a vraiment énormément de trajets d'interaction, d'équipes qui grandissent partout, et donc cet équilibre est compliqué à trouver. Mais néanmoins indispensable puisqu'on est aussi dans cette logique de compétition économique internationale sur lesquelles il faut exister, continuer à exister, prendre des parts de marché, hélas, puisque c'est aujourd'hui comme ça que l'on mesure la performance d'une entreprise. Donc c'est de réfléchir, de faire cet équilibre et réfléchir en permanence à côté à comment est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité de l'entreprise différemment ou de manière complémentaire à uniquement ces angles de mesure économiques pour aller chercher d'autres facteurs en termes de cohérence, en termes d'ambiance, en termes de qualité de vie au travail, en termes d'empreinte écologique. Donc nous travaillons en parallèle ces sujets. Et Alexandre Souvigné, pour conclure, est-ce que vous aussi, vous arrivez à trouver cet équilibre, du moins à vous en approcher entre défis environnementaux, croissance, raison d'être d'entreprise ? Ça serait un petit peu prétentieux de dire que j'y arrive parce que c'est, je crois, ce qu'on cherche tous à réaliser. Donc j'essaye en tout cas. Enfin voilà, avec l'équipe, avec toute l'entreprise, on en est conscient et je pense que c'est déjà le premier pas. C'est-à-dire qu'on ait conscience de l'urgence des sujets ou du sujet. Et effectivement, on agit et en fait, par rapport même aux questions qu'on a pu avoir tout à l'heure pendant la conférence, il y avait, en fait, plutôt qu'attendre que le monde change, moi j'ai plutôt tendance à penser que je dois changer. Donc en fait, si tu veux du changement, sois le changement. Et j'attends pas forcément qu'on me l'impose par des réglementations, des choix politiques, parce que je pense que le politique, à un moment donné, suit ce qui se fait aussi par moment. Il est derrière, il n'est pas tout le temps devant, malheureusement. Et aujourd'hui, nous, les entrepreneurs ou les gens, si vraiment on a une certaine conscience des choses, on a ce pouvoir d'agir. Et il faut surtout qu'on en soit conscient. Et aujourd'hui, pour répondre à votre question, un autre phénomène qu'on voit aussi beaucoup, pour être plus concret dans ma réponse, typiquement, nous, on cherche à continuer à améliorer nos bilans carbone, à réduire évidemment nos émissions. Et là, on se rend compte qu'il y a un tournant majeur de mon point de vue dans l'économie, c'est que là, c'est la demande qui crée l'offre. Alors que pendant très longtemps, le modèle du business, c'était l'offre qui crée la demande, ce qui amène d'ailleurs à des situations ubuesques, on en parlait tout à l'heure, où il y a des offres qui correspondent à rien en fait. Et des gens qui n'ont pas changé de logiciel et qui continuent à produire des choses que personne ne veut en détruisant des ressources et en créant aussi, en utilisant des gens dans des pays à bas coût, etc., dans des conditions pas très respectueuses. Mais aujourd'hui, on voit que sur les sujets écologiques, des grands groupes sont par moments un peu en retard. Et le fait que des entreprises les questionnent, et je pense à l'acier par exemple, sur l'acier décarboné aujourd'hui, nous on veut acheter de l'acier décarboné, on nous dit on n'a rien à vous donner, on n'a rien à vous vendre, on n'a pas d'attestation, on n'a rien. Et je me dis, plus on va être nombreux à le demander, plus à un moment donné ils vont quand même réagir et répondre à cette demande-là. Et voilà. Donc je pense que on a ce pouvoir-là, et il faut surtout, faut pas être, j'ai tendance à être optimiste, et je me dis qu'à un moment donné, il faut au moins agir et activer notre pouvoir d'agir. Voilà. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous quatre et à bientôt sur le plateau de Savoie News.